Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo consacrée au grand oral, donc pour vous aider à préparer cette épreuve de terminale. Alors moi, je vais me concentrer plutôt sur la partie filière générale parce que je n'interviens pas en filière technologique. Alors en fait, je prépare des élèves de terminale depuis que le grand oral a été mis en place et tous les ans, j'étais jury du grand oral. Donc voilà, j'ai un petit peu de recul sur cette épreuve, un petit peu d'expérience. Donc voilà, je souhaitais vous donner quelques éléments pour vous aider à préparer cette épreuve. Attention, cette vidéo, c'est un coup de main, bien sûr, mais ça ne se substitue pas à tout le travail que vous allez faire en cours d'année de terminale. Je dirais même que vous pouvez préparer le grand oral avant la terminale. Enfin bon, déjà, en terminale, c'est déjà pas mal. Alors bon, on va passer en revue quelques éléments. Bon, déjà, c'est une épreuve qui dure au total 40 minutes. Donc il y a 20 minutes de préparation. Vous allez dans une salle, vous êtes conduit dans une salle, vous préparez, vous avez des brouillons, etc. Et ensuite, vous avez 20 minutes de passage devant un jury, constitué de 2 personnes. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc les dates, c'est généralement aux alentours du 20 juin. En sachant que maintenant les épreuves de spécialité qui pendant un temps avaient été placées au mois de mars ont été remises au mois de juin. Donc en fait, les écrits de spécialité et le grand oral se trouvent très souvent très proches, hein, au niveau des dates. Alors pour l'instant, le coefficient du grand oral, c'est coefficient 10 hein, sur un total de 100 coefficients pour le bac. Mais à la session, enfin les élèves de première en 2026 auront une nouvelle épreuve, anticipée, une épreuve de mathématiques qui sera coefficient 2. Et donc certainement, pour eux, le bac, donc session 2027, eh bien, le grand oral va passer de coefficient 10 à 8. Enfin, a priori, c'est ce qui a l'air d'être dit officiellement. Donc sinon, pour la session 2026, c'est coefficient 10, comme avant. Alors, vous avez 2 questions à préparer. Alors, on va voir après comment, enfin, quelles vont être les contraintes que l'on impose pour ces 2 questions. Mais en tout cas, vous n'en préparez pas une seule, vous en préparez 2. Sachez qu'à la session dernière, donc en 2025, un candidat qui se présentait avec une seule question devait automatiquement repasser à la session de septembre. Donc là, pas de discussion sur le sujet. La répartition du temps de passage, je vous ai dit qu'il y avait 20 minutes devant le jury, qui est constitué de 2 personnes, et donc vous avez 10 minutes de présentation, donc vous êtes debout, vous présentez votre question, tout ce que vous avez préparé, et vous n'êtes pas interrompu, et puis ensuite vous avez 10 minutes de questions. Voilà, où là vous pouvez éventuellement vous asseoir. Vous ne pouvez pas utiliser de support. On va en parler tout à l'heure. Vous ne pouvez pas écrire au tableau, vous pouvez pas présenter un PowerPoint ou je ne sais quoi, hein. Vraiment, c'est un oral. Donc, on parle et on expose au jury. Alors, les objectifs principaux, bon, sont les objectifs que l'on trouve dans les textes officiels. Il s'agit de montrer sa capacité à prendre la parole en public de manière claire et convaincante. Voilà, donc on va voir comment on peut se préparer à tout ça. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas que la forme, il y a le fond. Il faut utiliser ces connaissances qui sont liées aux 2 spécialités pour servir une argumentation dans le but de résoudre un problème particulier, un problème que vous allez vous poser. Alors, les possibilités, donc je considère un candidat qui suit donc une spécialité que j'appelle A puis l'autre B. Donc, soit vous faites une question sur A et une question sur B, soit vous faites une question transversale à B et puis A ou B comme pour votre deuxième question, soit vous pouvez faire 2 questions transversales A, B. Mais la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, vous ne pouvez pas faire vos 2 questions, préparer vos 2 questions qui ne porteraient que sur une de vos 2 spécialités. Voilà, ça c'est interdit.
Alors, quelques conseils, bon, ils sont pas forcément très structurés, hein, mes conseils, mais ça, je vous ai dit tout à l'heure que voilà, j'ai vu passer déjà un certain nombre de candidats, donc j'ai observé un certain nombre de choses, donc voilà, j'essaie de vous en faire part. J'ai certainement oublié des choses, hein, faudra pas hésiter à éventuellement mettre des commentaires à la suite de cette vidéo, mais voilà, je vous donne quand même quelques conseils qui me paraissent importants. Donc déjà, vous avez le choix du sujet, donc prenez quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'est une évidence que je dis là, mais vous serez beaucoup plus convaincant si vous parlez d'un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, bien sûr. Donc vous avez le choix, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui vous plaît. Alors, très important, quand on prépare le grand oral, on ne commence pas tout de suite à essayer de trouver une problématique. Certains élèves essaient tout de suite de trouver une question. Et ils disent, bah voilà, je vais traiter cette question, et puis je vais essayer d'y répondre. Voilà. Donc souvent, ils n'y arrivent pas. C'est ce que j'appelle travailler à l'envers. En fait, vous déterminez des thématiques, d'accord? Vous resserrez un petit peu tout ça, et à un moment donné, votre problématique va finalement apparaître. La problématique, finalement, elle va arriver peut-être vers la fin, hein, de votre cheminement, et au moins là, vous allez faire quelque chose de construit. Alors vous verrez, on en reparlera tout à l'heure, mais notamment en ce qui concerne les sujets transversaux, euh, on fait intervenir les deux spécialités, mais parfois il y a un gros déséquilibre. Il y a une des spécialités qui n'intervient quasiment pas, et évidemment là c'est pas bon du tout, hein. Attention aux fausses problématiques, hein, attention, on va en reparler tout à l'heure, mais le grand oral, ce n'est pas un exposé. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre une question que vous avez peut-être traitée dans l'année en spécialité dans votre cours, ou quelque chose de très général que l'on peut trouver sur Internet sans apporter sa touche personnelle. Ça n'a pas grand intérêt. Donc attention, il faut que ce soit une vraie problématique. Donc on en parlera tout à l'heure. Pour les questions transversales, essayez le plus possible d'équilibrer les deux spécialités. Alors c'est pas souvent facile à faire, hein. Parfois il y a vraiment, on sent bien qu'il y a une spécialité qui est plus importante, enfin plus prédominante sur l'autre, mais bon, essayez quand même d'amener des éléments. Voilà, il faut pas que ça se limite à une ou deux suggestions comme ça c'est pas bon. Alors quelques conseils encore, justement pour essayer d'être convaincant face à votre jury, je vous conseille bien sûr de prendre la parole régulièrement, et j'allais dire à partir de la seconde. Quand on est au lycée, il faut pas hésiter à prendre la parole. Alors c'est vrai que très souvent dans beaucoup de lycées, les classes sont surchargées. On a des classes de lycée à 35, 36, voire plus. Et c'est vrai que parfois certains on traverse tout le lycée, de la seconde à la terminale, sans jamais quasiment prendre la parole. Donc évidemment, là, va falloir faire un effort, il faut prendre sur soi, hein. Donc il s'agit pas de se mettre debout et puis de déclamer des vers comme ça, c'est pas ce qu'on demande, hein, mais voilà, prendre la parole, ne pas hésiter à poser des questions, à apporter des réponses, et toujours en réfléchissant à structurer les réponses que l'on apporte, à trouver des arguments, et essayer de s'exprimer le plus correctement possible. Alors, on a constaté également très souvent que certains candidats ont un débit de parole qui est beaucoup trop élevé, beaucoup trop rapide, et bon, c'est pas facile à écouter, et bon, c'est pas la bonne chose à adopter. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, on a tous des débits de parole différents, mais c'est vrai qu'en ajoutant le stress par-dessus, ça des fois ça déforme un petit peu les choses, et donc pensez justement à vous y préparer, hein. C'est pour ça, moi j'insiste vraiment là-dessus sur cette vidéo, c'est que le grand oral, ça ne s'improvise pas, il faut le préparer. Donc hein, entraînez-vous à prendre la parole, à essayer de dire des choses peut-être de plus en plus longues, et voir un petit peu si vous parlez trop vite ou si au contraire vous arrivez à faire des pauses et être assez intéressant à écouter. Alors bien évidemment, comme on parle d'un oral, il faut faire attention au type de langage et aux formulations incorrectes et parfois inappropriées, hein. J'ai cité quelques exemples comme ça, du coup, genre grave, kiffer, pas de soucis, etc. Bon, il y en a, ils passent leur temps à dire pas de soucis. Du coup, on le voit beaucoup, on l'entend beaucoup. C'est vraiment essayer de, enfin, il faut essayer de bannir tout ça, hein. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, justement, plus on s'entraîne et plus on va faire attention à tout ça.
Et alors, c'est vrai que parfois, bon, vous allez voir, vous allez présenter vos deux questions, le jury, donc il y a deux membres du jury, ils vont regarder vos questions, et puis ils vont faire un choix avant que vous partiez dans la salle de préparation. Donc évidemment, évitez de réagir quand il va vous dire, bah, vous prenez telle question. Parce que là, du coup, ça introduit un biais dans dans votre évaluation. On va se dire, il n'a pas l'air très sûr de son coup, au contraire, il est drôlement enthousiaste, donc il a intérêt à faire un truc bien, enfin, vous voyez. Donc surtout, vous restez stoïque, très important. Et puis, bien sûr, un peu dans la même veine, ne faites pas de remarques sur votre prestation à la fin auprès du jury. Moi, j'ai vu des candidats qui disaient ah, vous avez vu, c'est pas mal, ah, j'ai bien su me débrouiller, etc. En attendant qu'on dise quelque chose, le jury ne dira rien. D'accord? Les notes se décident après et vous le saurez au moment des résultats. Alors, bon, ça, c'est pas toujours évident, mais parfois on peut tenter d'anticiper des questions qui pourraient avoir lieu dans la deuxième partie. En fait, ce qu'on constate très souvent, c'est que on a une première partie, les candidats ont préparé, c'est structuré, on voit même des fois c'est calibré pour tenir sur les 10 minutes, etc. Et puis après, quand on attaque la deuxième partie, alors là, ils ont tout donné, il n'y a plus rien. Et donc, la moindre question, on panique, on sait pas quoi faire, etc. Donc, surtout, alors c'est facile à dire, hein, encore une fois, mais si vous avez déjà réfléchi un petit peu en amont sur les éventuelles questions qu'on pourrait vous poser, et on peut même dire mieux que ça, vous pouvez, pendant votre première partie, lors de votre présentation, vous pouvez susciter des questions. Ça, c'est encore mieux, c'est-à-dire, vous tendez des perches comme ça, alors évidemment, faut être capable de répondre, sinon c'est pas bien malin, mais voilà, vous tendez des perches, et puis, eh ben, il y a des questions peut-être naturelles qui vont arriver comme ça, et si vous les avez déjà un petit peu préparées en amont, évidemment, vous serez beaucoup plus détendu, et je pense que vous répondrez de manière circonstanciée et puis convaincante, et ça sera très bien. Pensez toujours à bien vulgariser vos propos. N'oubliez pas que dans le jury, il y a deux personnes. Il y en a au moins, imaginons, vous faites une spécialité A, par exemple. Donc, vous savez que vous présentez une question spécialité A. Vous savez que dans le jury, il y a au moins un des deux qui est de cette spécialité-là. Mais l'autre, ça peut être autre chose. Donc, par exemple, bon, je vais principalement parler de mathématiques parce que j'enseigne les mathématiques. Mais par exemple, quand vous présentez une question de mathématiques, dans le jury, il y a un professeur mathématique, mais l'autre, c'est un professeur d'autre chose. Donc peut-être quelqu'un qui n'aime pas du tout les mathématiques. Donc il va falloir essayer d'être convaincant. N'oublions pas qu'on n'a pas de support, donc il faut essayer voilà, d'être clair, de pas hésiter à répéter les choses, à reprendre tranquillement les choses, etc. Donc il faut penser à bien vulgariser ses propos. Ce qui serait vraiment mauvais, ce serait de jargonner sans comprendre ce qu'on raconte et de partir dans des choses incompréhensibles. Alors évidemment, dans la partie 2, l'accent sera mis sur l'interaction avec le jury. Hein, donc on va voir comment vous réagissez. Après, on peut ne pas savoir répondre à une question. Ce n'est pas pour autant que c'est mauvais, hein, parce que peut-être le jury va essayer de voir jusqu'où vous pouvez aller, etc. Mais parfois, le fait de dire bah je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à cet aspect, c'est pas forcément quelque chose qui va jouer sur votre évaluation. C'est pour ça que je dis, soyez sincère dans vos réponses. Alors je pensais pour ça, n'essayez pas de bricoler une réponse que vous ne connaissez pas, hein, ça n'aurait pas de sens. Et puis surtout, soyez sincère parce que parfois on peut vous poser des questions aussi sur votre orientation. Alors c'est vrai que dans la première mouture du grand oral, il y avait trois parties. Il y avait une première partie, alors c'était que 5 minutes, maintenant c'est 10 minutes. Et puis il y avait une deuxième partie, question du jury, et une troisième partie où on pouvait aborder des questions sur votre orientation. Cette troisième partie n'existe plus, mais parfois dans le jury, peut-être à court de questions ou simplement parce que votre sujet s'y prête bien, il peut vous emmener un petit peu vers des questions autour de votre orientation. Donc là, comme on sera après le 20 juin, je pense que sur Parcoursup, vous aurez quand même un certain nombre d'éléments concrets. Donc n'hésitez pas à parler un petit peu de ce que vous allez faire l'an prochain, si le jury vous demande, et soyez sincère et clair avec les propos que vous tenez. La question d'un éventuel support. Alors, j'ai dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir un support. En fait, je corrige un petit peu. Pendant vos 20 minutes de préparation avant de passer, vous avez du brouillon. Vous avez la possibilité de faire, par exemple, un plan que vous poserez sur la table
Évidemment, il faut pas le lire, hein, c'est un oral, donc vous pouvez poser votre plan sur la table, mais vous pouvez éventuellement, par exemple, faire un schéma. Je pense par exemple à ceux qui font des spécialités scientifiques, mathématiques, physique, SVT, etc. Parfois, n'oublions pas qu'il y a peut-être certainement un candide dans les deux membres du jury, donc ça peut être intéressant d'avoir un petit schéma peut-être pour mieux comprendre, étant donné qu'on n'a pas de support. Mais par contre, et là on va être clair là-dessus, il est hors de question sur votre support papier de mettre un condensé de tout ce que vous allez dire. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de biaiser un peu ce qu'on a dit concernant le fait de ne pas utiliser de tableau, etc. Donc hors de question, par exemple, de mettre toutes vos formules sur le document papier, parce que ça sera, d'une part, ça sera illisible, et puis bon, ça sera certainement dans votre présentation quelque chose d'un peu bancal. Par contre, un petit schéma qui peut-être vous va permettre de d'étayer un petit peu ce que vous dites, ça peut être pas mal. Donc ça, vous le préparez pendant les 20 minutes avant de passer devant le jury. Essayez de faire quelque chose de personnel. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Le grand oral, je l'ai dit, ce n'est pas un exposé, vous n'allez pas reprendre quelque chose que vous avez trouvé sur Internet. Le mieux, c'est de faire quelque chose en lien avec des éléments qui vous passionnent. Par exemple, je sais pas, vous pratiquez une activité sportive, vous êtes investi dans une association, vous pouvez peut-être faire intervenir ça dans votre question de grand oral. Et on a ça tous les ans. Et c'est vrai que même si votre question, elle est pas fantastique, elle va peut-être pas très très loin, etc. Mais le fait de faire quelque chose de personnel, déjà certainement vous allez être beaucoup plus intéressant et convaincant. Donc on va vous suivre et voilà, ça sera quelque chose de personnel et au moins voilà, on aura quelque chose d'un petit peu original. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir à cet aspect. Encore d'autres conseils, bon, apparemment quand même assez évident. Citez vos sources, hein, précisément si vous utilisez, je sais pas moi, des rapports de l'INSEE pour des statistiques ou je ne sais quoi. Dites clairement les choses. Ne dites pas j'ai eu ça sur Internet ou sur YouTube ou sur ChatGPT. Hein, donc voilà, citez précisément vos sources. Pour les sujets transversaux avec des mathématiques, bon, ce que j'ai observé quand même assez souvent, c'est que parfois, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, on peut éventuellement, quand on étudie l'évolution d'un phénomène, peut-être comparer un modèle discret qui serait décrit par des suites et un modèle continu qui serait décrit par des fonctions, alors peut-être des fonctions exponentielles ou fonctions ln, ce qui est bien nos programmes de la spécialité. Quand je parle de programme de spécialité, c'est programme de première et terminale. Hein. Si vous utilisez comme outil de mathématiques, par exemple, le second degré, ça c'est effectivement programme de spé de première. Donc on peut tout à fait proposer ça au grand oral. Pour la conclusion, ça peut être pas mal de proposer une ouverture, montrer un petit peu que vous avez vraiment réfléchi au sujet. Hein. Quand vous présentez le grand oral, c'est pas quelque chose que vous avez fait 2 semaines avant, même si certains c'est un petit peu ce qu'ils font. Vous êtes censé avoir réfléchi au sujet pendant des mois, donc vous avez peut-être voilà réfléchi à des ouvertures, puis peut-être des fois vous avez bloqué, etc. Donc vous pouvez dire tout ça, c'est au contraire. Hein, c'est très intéressant d'écouter ce genre de réflexion, au moins on sent que c'est personnel, et puis faire un lien peut-être avec vos études. Attention, vos questions peuvent ne pas avoir de lien direct avec vos études supérieures. N'oublions pas que vos questions, vous les préparez en cours d'année. Après, votre orientation, elle peut changer au cours d'année, au cours de l'année. Donc voilà, faut pas se stresser avec ça. Alors je vous montre la grille d'évaluation parce que c'est toujours la même. Hein. Donc vous voyez, il y a, si vous regardez bien, vous avez ici en fait 5 critères qui sont évalués, hein, qualité de l'épreuve, qualité de la prise de parole en continu, qualité des connaissances, qualité de l'interaction, qualité et construction de l'argumentation. Puis donc on voit ce qui se passe quand c'est très insuffisant, insuffisant, etc. Et puis regardez un petit peu quand c'est très satisfaisant, vous voyez un petit peu les différentes, ce qu'on attend de vous, hein, dans cette prestation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il y a 5 critères, mais ils sont pas évalués en disant, bah, je mets 4 points sur l'un, voilà, donc ça va me faire une note sur 20. Non, c'est pas du tout comme ça. Votre évaluation, ça va être une évaluation globale.
Le jury va se mettre d'accord sur une note. Ils vont devoir remplir tout un tas de commentaires que d'ailleurs vous pourrez consulter si vous faites, alors si vous estimez que votre note n'est pas correcte, vous pouvez consulter les bordereaux avec les commentaires des enseignants. Euh, mais voilà, voilà un petit peu ce qu'on attend de vous, hein. Donc il y a une partie bon connaissance bien sûr, mais la prise de parole, est-ce que le discours est fluide, est-ce qu'il est efficace, voilà, euh, est-ce que vous maîtrisez les enjeux du sujet, voilà, est-ce que vous répondez voilà la question de l'interaction avec le public, avec le jury, excusez-moi, ça c'est très important. Alors, il me reste à vous souhaiter bon courage dans la préparation de cette épreuve. Je peux simplement vous dire que ne préparez pas le grand oral trop tard, hein. Très souvent, on se dit on va déjà travailler les écrits, oui, d'accord, parce que c'est COEF 16, hein, chaque écrit de spécialité. Mais le problème, c'est que les épreuves vont arriver quasi à la suite. Donc, si vous attendez les écrits et puis vous travaillez le grand oral, là, ça va être beaucoup trop juste. Non, je crois que le grand oral, il faut se mettre dans cette perspective de grand oral quasiment dès le début de l'année, hein. Et puis ensuite, après, alors les enseignants qui sont là, qui vous accompagnent, vont vous guider. Ils vont pas faire les choses à votre place, hein, mais n'hésitez pas à les solliciter, hein, pour savoir si vous êtes bien parti, si vous respectez bien les conditions et tout ce qu'on vous demande. Voilà. Et puis ça se passera très bien, hein. Le grand oral, à partir du moment où on respecte bien toutes les contraintes et tout, ça, on peut avoir une excellente note, et c'est ce que je vous souhaite. Et effectivement, une excellente note coefficient 10, c'est pas mal pour le bac. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bien réussir votre préparation au grand oral et votre bac, et puis ensuite après vos études supérieures. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, ou éventuellement me contacter si vous souhaitez des éléments supplémentaires. Je vous remets l'adresse de mon site web, sur lequel vous pouvez trouver plein de ressources, notamment en spécialité. Puis j'essaierai de mettre des éléments un petit peu plus spécifiques sur le grand oral. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis j'espère que tout va bien se passer pour vous. Allez, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.